Je vous propose donc, pour démarrer ce webinaire tant attendu, face à cet engouement et un grand nombre d'inscriptions ce jour. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter ce sujet. Je vous propose qu'on fasse une petite présentation. Pierre et moi, on va rapidement se présenter. On n'aura peut-être pas l'occasion de faire un tour de table ce matin de tous les présents. N'hésitez pas quand même à vous mettre un petit mot sur le chat si vous voulez présenter rapidement votre GE pour que l'ensemble de l'audience puisse vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas. N'hésitez pas. Et Pierre, je vous laisse vous présenter. Oui, comme il est écrit, je suis enseignant à l'université de Toulouse. Je me suis spécialisé depuis un certain nombre d'années dans le droit des groupements d'employeurs, le droit associatif en général et le droit des groupements d'employeurs en particulier. Et grande annonce que je peux faire, à partir du 1er janvier 2022, je serai avocat au barreau de Toulouse, en plus d'être enseignant. Voilà, donc Pierre Fadeuil est aussi un de nos mentors au CRGE. Il travaille avec nous depuis de très nombreuses années. Donc, Pierre Fadeuil connaît extrêmement bien les GE et le CRGE en particulier. Il est très précieux pour nous et sa nouvelle casquette va être fatalement une très belle nouvelle pour nous et donner un nouvel élan aussi à notre collaboration. Donc, on est ravis et on le félicite encore pour cette très belle nouvelle. Pour ma part, je suis Charlène Martin, donc je suis la conseillère juridique au CRGE, comme c'est bien écrit. Je suis arrivée cette année, donc pour ceux qui me connaissent maintenant, ça fait quelques mois. Et puis rapidement, pour vous parler de mon parcours, je suis principalement issue du cabinet comptable, où j'ai fait de très nombreuses années dans un service social, en accompagnement des TPE, PME. Donc, j'ai fait de la paye, j'ai assuré ce conseil-là au quotidien et aussi en cabinet d'avocat où j'ai œuvré quelques temps également avant de rejoindre le CRGE. Et puis pour la petite particularité, je suis basée sur Bordeaux alors que le siège du CRGE est à Poitiers, comme vous le savez pour la plupart. Voilà, donc je vais vous faire quelques mots d'introduction et puis je passerai ensuite la parole à Pierre qui démarrera ce webinaire. Donc, comme on l'a dit à titre très liminaire, c'est quand même un sujet qui nous paraît d'actualité, en tout cas très attendu. On a, nous, en tout cas, CRGE, constaté de nombreuses remontées et de questions sur ce sujet. Les raisons qui vous amènent à vous interroger sur un tel changement de convention collective sont nombreuses et très certainement variées. Cela dit, nous, on a des axes qui nous sont remontés et on sait aussi qu'il y a parfois des raisons d'opportunité et d'actualité, malheureusement, qui vous amènent à envisager ces changements-là. On en reparlera tout à l'heure. Comme nous sommes nombreux aujourd'hui, qu'on ne va peut-être pas pouvoir faire le tour de table, ce que je vous propose aussi, c'est peut-être en chat de rapidement nous indiquer peut-être la raison. Si en tout cas, il y en avait une prégnante en ce moment qui vous pousse à vous interroger sur un changement de convention collective, nous, ça nous intéresse de savoir pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'adaptation des textes? Est-ce que c'est pour des raisons d'OPCO, pour d'autres raisons encore, que sais-je? Nous, on aime bien avoir aussi une petite vision générale, en tout cas, de ces motivations-là. Parce que, bon, bien sûr, la convention collective dans un GE, elle n'est faite que d'atypisme, on va dire, d'atypisme juridique. Le premier constat, c'est que la procédure de mise en place d'une convention collective dans les GE est très particulière. Elle découle d'une obligation légale, c'est sûr, mais elle est consécutive à un choix du GE. On va évacuer tout de suite la question des GE monosectoriels, puisque bon, pour eux, les choses sont un petit peu différentes, étant donné que clairement, ils vont appliquer la même convention collective que tous leurs adhérents. Donc, la question du choix de la convention collective se fait assez naturellement. Évidemment, avec le temps, un monosectoriel peut très bien avoir
pour ambition d'évoluer vers du multisectoriel et aura peut-être à s'interroger sur sa convention collective. Mais en tout cas, on va parler aujourd'hui des multisectoriels principalement. Donc, la question de ce choix de la convention collective, ça reste une exception hein, qui est posée par le Code du travail. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, autre particularité de la convention collective d'un GE, c'est que ce choix est associé quand même à l'administration. On a aussi l'inspection du travail qui est derrière, et on a une espèce de liberté conditionnelle ou de liberté surveillée du groupement d'employeurs dans le choix de la convention qu'il fait, puisque l'administration dispose d'un droit d'opposition face au choix de la convention collective du GE. Tout ça, on y reviendra, on n'est qu'en introduction, bien sûr. Donc, tous ces éléments, ils vont être essentiels pour qu'on appréhende la question du changement, puisque pour connaître la procédure dédiée à ce changement, sur comment on va faire, il va falloir bien souvent revenir aux sources et à la procédure qui a mis en place ce dispositif, puisqu'en droit, quand on veut défaire, bien souvent, on est obligé de se pencher sur comment on a instauré et comment on a fabriqué le dispositif. Donc, vous le verrez, un tel changement ne s'improvise pas et ne devra jamais être effectué dans la précipitation. Et il est recommandé d'être accompagné, bien entendu, et c'est pourquoi le CRGE vous propose désormais un tel accompagnement qui vise à sécuriser la démarche et toutes les formalités qui en suivront. Donc, je vous propose un petit sommaire rapidement pour que vous voyez comment ce webinaire va être découpé. On va avoir cause et enjeux du changement. Donc, Pierre Fadeuil va nous expliquer un petit peu toute la phase en amont et la phase théorique, idéologique, qu'est-ce qui va motiver vraiment ce changement. Et j'interviendrai en seconde partie pour vous exposer comment on va mettre en application ces changements. Pierre, je vous laisse introduire et vous me dites pour les slides. Hein, Merci beaucoup, Charlène. Alors, s'intéresser à la convention collective dans un groupement d'employeurs, c'est s'intéresser au cœur du réacteur. Celui qui comprend le choix de la convention collective, la façon dont il connaît, il a passé un cap. Hein. Il y a deux grandes notions dans les groupements d'employeurs qui peuvent paraître très étonnantes quand on vient d'un autre secteur. Et je vois, j'ai vu les noms des personnes avec qui j'ai pu déjà discuter, qui venaient d'un autre secteur d'activités qui arrivent dans les groupements d'employeurs, et là, ils sont tout étonnés d'entendre parler de responsabilité solidaire des adhérents, ça c'est un premier point, et le deuxième point, c'est le choix de la convention collective. Pourquoi? Parce que quand on a travaillé dans d'autres secteurs d'activité, dans le secteur RH, où on était amené à gérer du salarié, on sait qu'on avait une convention collective, et on a entre guillemets, des vieux réflexes. Le premier réflexe, c'est de se dire, oui, mais dans certains secteurs d'activité, j'ai pu travailler où il n'y avait pas de convention collective. C'est différent dans les groupements d'employeurs. Il y a une obligation d'avoir une convention collective, c'est la loi qui le prévoit. Donc, se dire, ah oui, mais comme si certaines associations n'ont pas de convention collective, un groupement d'employeurs a l'obligation d'avoir une convention collective. Deuxième point, quand j'ai travaillé dans un autre secteur, je me suis dit, oui, mais on ne s'est jamais posé la question du choix de la convention collective. Si j'étais dans un secteur d'activité, c'était mon code APE, c'était l'activité principale de l'entreprise qui déterminait la convention collective. J'étais dans le secteur de la métallurgie, c'était une convention collective de la métallurgie. Je suis dans le secteur de la culture, c'est des entreprises culturelles. Ce n'est pas le cas dans les groupements d'employeurs. Ce n'est pas le code APE que vous pouvez avoir. Ce n'est pas votre activité principale qui va déterminer cela. Troisième interrogation que un novice qui arrive dans les groupements d'employeurs pourrait se poser, oui, mais bon, si on m'impose une convention collective, bon, j'arrive à comprendre. Il y a des secteurs où il y a des conventions secteurs d'activité où il y a des conventions collectives qui s'appliquent obligatoirement parce qu'elles ont été étendues par le ministère du Travail. Mais ce n'est pas du tout le cas dans les groupements d'employeurs
parce qu'il n'y a pas de convention collective spécifique au groupement d'employeurs. Alors, on pourrait se dire, oui, mais parce qu'on fait de la mise à disposition du personnel, on est dans un secteur spécifique. Faux. L'intérim a bien sa convention collective qui distingue les permanents et les salariés mis à disposition. Le portage salarial a bien sa convention collective, etc. Donc, on est véritablement dans une obligation de prendre en compte une convention collective qui ne va pas être régie par mon code APE, ni mon activité principale, et qui va être obligé, on va être obligé de prendre une convention collective qui ne correspond pas à mon secteur d'activité. Bienvenue dans le droit des groupements d'employeurs. Alors, on peut le dénoncer, on peut faire ce que l'on veut, mais la réalité, elle est là. À partir de là, et c'est là où on va voir la première planche, on a un article totalement dérogatoire à tout ce que l'on peut voir dans tous les autres secteurs d'activité. C'est le groupement d'employeurs, c'est le choix de la convention collective dans un groupement d'employeurs multisectoriel. Quand on est monosectoriel, on relève un peu du droit commun. Tous nos adhérents appartiennent à la même convention collective, je dois choisir la convention collective de mes adhérents. Là, ça ne pose pas de difficulté. Attention, monosectoriel, ça veut dire que tous mes adhérents relèvent de la même convention collective. S'il y a un adhérent qui ne relève pas de la même convention collective, on n'est plus monosectoriel, on est multisectoriel. Donc les monosectoriels, pour eux, il n'y a pas forcément de difficulté à choisir de convention collective. Pour les multisectoriels, là, on a un particularisme que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est que c'est le groupement d'employeurs qui choisit sa propre convention collective. C'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer la convention collective au regard de critères que l'on va voir par la suite. Donc, choisir une convention collective et donc la soumettre à l'administration du travail. Particularité, comment va-t-on choisir? Planche suivante, au regard d'un texte. Et là, on se dit que ce texte qui date depuis 1985, c'est un texte qui a dû être rédigé par quelqu'un qui n'est jamais rentré dans un groupement d'employeurs ou qui peut-être n'est jamais rentré dans une entreprise. Le choix de la convention collective doit se baser sur les classifications professionnelles, sur les niveaux d'emploi des salariés ou sur l'activité des différents membres du groupement d'employeurs. Soyons très clairs. Il n'y a aucune convention collective qui va remplir ces caractéristiques de classification professionnelle, de niveau d'emploi des salariés ou des activités des différents membres des groupements. Pourquoi? Parce que quand on va faire du multisectoriel, les classifications professionnelles, si on veut y mettre d'un côté un salarié qui va être manutentionnaire, un autre qui va être dans l'hôtellerie-restauration en tant que serveur et un qui va être chauffeur-livreur, vous ne trouverez jamais une convention collective qui va être adaptée, qui va avoir des classifications professionnelles qui vont correspondre au champ d'activité du groupement d'employeurs. Donc, autrement dit, ce critère des classifications professionnelles, c'est un critère qui n'apparaît pas forcément opportun, ou alors trouver des classifications professionnelles très générales. Ce qui exclut donc, quand on est multisectoriel, les conventions collectives spécialisées, style les conventions collectives du BTP, très difficile à adapter avec d'autres secteurs. Quand vous avez la convention collective du BTP et que vous êtes multisectoriel et que vous avez une personne qui travaille dans une entreprise, une diététicienne, ou comment la diététicienne, vous allez la classer dans la convention collective du BTP? Pas évident, donc ça ne marche pas. Ça marche pas. Les niveaux d'emploi des salariés, deuxième critère, niveau d'emploi des salariés. Mais les niveaux d'emploi des salariés, le Code du travail a résolu cela. On dit quelquefois, il faut choisir la convention collective la plus basse, tout simplement parce qu'on a le principe de l'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner moins à un salarié lorsqu'il ira dans une entreprise utilisatrice. Oui, mettons le cas inverse. Je prends des niveaux d'emploi élevés. C'est super pour les salariés au départ.
Ça ne marche pas dans l'entreprise utilisatrice, je dois le reclasser. Mais peut-être que le niveau d'emploi de l'entreprise utilisatrice ne va pas correspondre à l'endroit où je peux le reclasser. Donc, le critère du niveau d'emploi, il n'est pas véritablement opportun ou difficile à mettre en œuvre. Et donc, on va être à l'activité des différents membres des groupements d'employeurs. Et l'idée que l'on se dit, c'est que lorsqu'on a créé notre groupement d'employeurs, bon, on a essayé de prendre la convention collective qui regroupait le plus d'adhérents. C'est comme ça que ça s'est fait. Avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Il y a des groupements d'employeurs qui se sont créés avec quatre adhérents de 4 conventions collectives différentes. Mais ça, c'est les problèmes de création. Sauf que maintenant, le but de ce webinaire, c'est de se dire, je suis à une situation, je suis à une situation particulière, c'est que je m'aperçois que, ma convention collective ne correspond plus à mes adhérents. 2, elle n'est pas forcément adaptée à mon activité. Alors, là, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque de ne pas avoir une convention collective qui ne correspond plus à mon champ d'activité? Autrement dit, est-ce que c'est moi qui dois prendre l'initiative ou attendre que l'administration du travail prenne l'initiative? Je vous prends l'exemple d'un groupement d'employeurs avec qui j'ai une collaboration, dont la particularité, c'est qu'il n'a aucun adhérent aujourd'hui qui relève de la convention collective qu'il a choisie il y a 10 ans. Est-ce qu'il est en tort? Réponse, non. Ce n'est pas au groupement d'employeurs de prendre l'initiative. Il va prendre l'initiative que s'il y trouve un intérêt à le faire. Est-ce que l'administration du travail peut prendre elle-même l'initiative? La réponse est oui. Et la réponse est oui. Mais encore, et c'est là où on va y venir sur ce point, est-ce que ça va se faire dans la précipitation? La réponse est non. Donc, le fait de ne plus avoir d'adhérents qui relèvent de la convention collective ou d'avoir maintenant des adhérents qui sont minoritaires, ils étaient majoritaires, ils étaient minoritaires. Vous voyez bien le cas dans lequel on prend. Vous n'êtes pas en irrégularité d'un point de vue juridique. C'est un choix qui a été validé au départ, c'est un choix qui peut continuer à s'appliquer. Donc le changement de la convention collective, ce n'est pas une obligation, c'est une faculté. Deuxième point, imaginons que l'administration du travail débarque dans votre groupement d'employeurs. Je l'ai vécu il y a moins de 6 mois dans un groupement d'employeurs avec qui j'ai des relations, où l'administration du travail envoie une lettre, une missive au président du groupement d'employeurs. Nous venons de constater que votre convention collective ne correspond plus à vos adhérents. Résultat, je vous demande de changer de convention collective. Et il veut venir. Et donc, nous avons reçu cet inspecteur du travail. L'inspecteur du travail d'une trentaine d'années qui venait dans un groupement d'employeurs avec des principes très généraux. Premier principe, on ne pouvait faire de la mise à disposition que dans le bassin d'emploi, on ne pouvait pas aller au-delà, on ne pouvait faire que du CDI et il fallait avoir une convention collective qui correspondait. Bon. La position de ce groupement d'employeurs était de dire, oui, s'il faut choisir changer de convention collective, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous, inspecteurs du travail, donnez-nous des pistes pour choisir une convention collective qui soit adaptée. Alors, l'administration du travail, il dit oui, on va regarder vos adhérents. Et il s'est aperçu qu'il n'y avait aucun adhérent majoritaire. Que le BTP faisait 35%, que le secteur du tourisme faisait à peu près la même chose, etc., etc. On choisit quoi, monsieur l'inspecteur du travail? Deuxième point, et ça c'est le président qui l'a dit, notre convention collective renvoie à un OPCO. C'est un OPCO, c'est ACTO, c'est un OPCO qui nous donne des réponses multisectorielles.
Vous voulez nous faire appliquer la convention collective du BTP? On ira chez Constructis. Constructis ne nous financera pas la formation de la diététicienne. Donc, ça veut dire que le choix de la convention collective va nous empêcher de mettre en place notre politique de formation qui va dans notre sens. Autre question qui a été posée par le président du groupement d'employeurs, et c'est la question que vient d'être posée sur le chat. Est-ce qu'il y a un critère pour déterminer la majorité? Pourquoi? Parce que vous remarquerez que dans le texte, il n'y a pas été dit qu'il y a une question de majorité. Est-ce que c'est une majorité d'adhérents, une majorité de mise à disposition du personnel, une majorité de CDI, etc., etc. Au bout de cette conversation, quand on a dit à l'inspecteur du travail, faites-nous une proposition, l'inspecteur du travail a dit que la question se posait et que, pour l'instant, ce qu'il imposait au groupement d'employeurs, c'était une charte du groupement d'employeurs, et ça s'arrêtait là. Et ce groupement d'employeurs va conserver sa convention collective ancienne, tout simplement parce que l'injonction de l'inspecteur du travail s'arrête là. L'inspecteur du travail ne va pas vous proposer une convention collective. Autrement dit, le changement de convention collective reste une faculté pour le groupement d'employeurs. Ce n'est pas une obligation, c'est une faculté. Même si l'administration du travail vient vous voir, on aura des arguments pour leur dire « mais on veut bien changer de convention collective, on va vers laquelle ?» Et ça, c'est une question centrale, parce que le président du groupement d'employeurs a dit vous voulez nous faire changer de convention collective pour aller d'une situation que vous estimez pas correcte de votre point de vue, mais qui fonctionne, pour aller vers une convention collective où les salariés seront les premiers à en subir les conséquences. Et ce jeune inspecteur du travail d'une trentaine d'années est reparti avec le principe de réalité qui s'est imposé à lui. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va m'amener à imaginer, à envisager le changement de convention collective? C'est ce qu'on va voir sur la planche suivante. Dans tous les cas, votre convention collective est inadaptée. Elle est inadaptée au regard de vos adhérents, parce que si vous êtes multisectoriel et que vous avez la convention collective de la métallurgie et que vous avez une association, ce n'est pas principe adapté. Ça va être totalement inadapté par rapport aux classifications professionnelles. Les grilles de concordance, force est de constater que ça ne peut pas être adapté. Ça ne peut pas être adapté. Indiquons que, comme dit Charlène, ça fait un certain temps que je m'intéresse avec passion aux droits des groupements d'employeurs. Je n'ai jamais vu un contentieux sur le rattachement d'un salarié à la convention collective. J'ai vu du contentieux où le salarié disait « Ah ben oui, mais moi je travaille, je suis mis à disposition dans un camping alors que vous m'appliquez la convention collective de la métallurgie. Moi, on doit m'appliquer la convention collective du camping. » Et le tribunal de dire « Attention, on applique la convention collective du groupement d'employeurs qui a été validée par l'administration du travail. » C'est-à-dire que quand quelquefois vous avez du mal à classer une personne dans la convention collective, j'ai pas vu de contentieux. Moi, je m'intéresse depuis 1999, donc ça va faire un certain nombre d'années. Et du contentieux, il y en a sur le groupement d'employeurs, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Vous allez voir des dispositifs d'aménagement du temps de travail, quelquefois inadaptés. Vous avez un principe d'annualisation du temps de travail qui est restrictif. Vous aimeriez mettre en place du CDI intermittent, mais ça n'y est pas dans la convention collective. Oui, il y a des conventions collectives qui peuvent être inadaptées. Attention, avant de changer de convention collective, on pourrait quand même se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un accord d'entreprise au sein de mon groupement d'employeurs? Ce sont aussi d'autres solutions. Et après, le critère, contemporain, c'est que l'OPCO
qui, en lien avec ma convention collective, ne correspond pas avec l'OPCO avec lequel je travaillais initialement. Donc, on veut me renvoyer chez Consultis, sur 2i, etc., alors que je travaillais avec EP, où je travaillais avec ACO. Voilà des critères, qui pourraient être amenés à faire changer. Donc, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Il y a des critères d'inadaptation, mais pour certains, on ne trouvera pas forcément mieux. Donc, changer de convention collective, ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est une décision globale, générale, réfléchie à ce que vous ne changerez pas de convention collective tous les jours, ni toutes les années. À partir de là, planche suivante, quand on change de convention collective, c'est un peu, alors, excusez-moi de cette comparaison, mais comme elle est unisexe, je peux la faire, il n'y aura aucun sexisme derrière. C'est un peu comme quand on est en couple et qu'on a envie de changer. Mais on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on peut avoir. Sauf que dans le choix de la nouvelle convention collective, il y a des choses qui peuvent nous intéresser, mais d'autres que l'on doit prendre en compte. Et là, il y a un certain nombre de critères. Changer de convention collective uniquement pour changer d'OPCO, à mon sens, c'est un critère, c'est un critère de changement. Mais ça ne doit pas être le seul critère de changement. C'est un tout. C'est un tout. Et donc, on va changer de convention collective. Et donc, on va essayer de regarder différents points qu'il y a dans la nouvelle convention collective. Alors, il y a des critères de comparaison qui n'entrent pas, comment dire, dans les éléments de comparaison. S'il y a un jour de plus ou un jour de moins en cas de mariage ou de divorce ou de Pax, etc., ça, ce sont des critères qui, comment dire, n'entrent pas dans la comparaison. Il faut, quand on fait une comparaison, il faut être sur des critères essentiels. Essentiels. Et on a fait en sorte de vous les lister. Premier point, la grille de classification. Si je change de convention collective, c'est que j'ai une grille de classification qui forcément, peut-être ne correspondait pas. À tout le moins, la nouvelle grille de classification doit m'apporter des réponses. Si ça m'apporte plus de difficultés que de réponses, c'est peut-être pas la bonne convention collective que je vais pouvoir choisir. Deuxième point, les rémunérations minimales. Élément central. Si mes rémunérations minimales sont supérieures aux rémunérations de mes propres salariés, ça va avoir un impact en termes de masse salariale et donc de plus-value dans la mise à disposition d'un salarié auprès d'un adhérent. Autre point, les primes liées à l'ancienneté. Il y a certaines conventions collectives qui prévoient des primes ou des points supplémentaires, tout dépend des conventions collectives, en lien avec l'ancienneté. Alors, privilégier l'ancienneté du salarié dans le groupement d'employeurs, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Sauf que mettre en place des primes liées à l'ancienneté, ça présente un caractère obligatoire, et donc mon salarié peut-être a pris de l'ancienneté, mais n'était pas forcément monté en qualification, et je vais avoir peut-être un peu plus du mal à le mettre à disposition. Donc, ou alors il va falloir aller discuter avec l'adhérent en disant, ça fait 2 ans qu'il est chez vous, mais maintenant il va falloir le payer plus. Critère essentiel, les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Il est difficile dans un groupement d'employeurs de gérer la mise à disposition sans dispositif d'aménagement du temps de travail. C'est-à-dire que si j'ai une convention collective à l'heure actuelle qui me permet de faire la modulation du CDI, la modulation du temps partiel, la modulation des personnes en CDD et le CDI intérimaire, il va falloir vraiment que je trouve une convention collective qui me permette
de faire à minima cela. Enfin, si je n'ai pas ces dispositifs, la question va se poser. Soit parce que je n'ai pas de dispositifs, donc ça c'est un accord d'entreprise, mais pour bien fonctionner dans un groupement d'employeurs, je dois avoir ces dispositifs d'aménagement du temps de travail. Soit ils sont prévus dans ma convention de branche, soit je les mets en vigueur au niveau de la convention d'entreprise. Mais si je les ai à l'heure actuelle, je ne peux pas me retrouver dans une situation où je ne les retrouve pas. Pourquoi? Parce que je suis habitué à fonctionner de cette façon et que je ne peux avoir un dispositif de modulation du temps de travail que si c'est prévu dans la convention collective. Donc, il y a une phase automatiquement de transition, mais ça, là, on est véritablement au cœur du choix de la convention collective. La classification des rémunérations de l'ancienneté. Autre critère, autre critère, c'est la mutuelle et la prévoyance. Là aussi, sachez que les salariés peuvent être habitués à leur mutuelle et prévoyance. Quelquefois, ils ont l'impression que c'est la loi qui fait ça. Mais on peut avoir des dispositifs qui sont plus ou moins favorables. Et un salarié qui a 3 enfants et qui a l'habitude d'être remboursé de telle façon, etc., etc., s'il y a un changement de convention collective, il y aura un changement de mutuelle et prévoyance. Sauf si vous prenez une convention collective qui renvoie la même mutuelle et la même prévoyance, ce qui est possible, hein, ça arrive. Il y a certaines conventions collectives qui ne font que conseiller une mutuelle et une prévoyance. Mais ça, c'est un critère qu'il faut prendre en compte. Parce qu'autrement, vous allez avoir des salariés qui disent « Mais pourquoi vous changez de convention collective ?» Et le dernier critère, c'est le critère de l'OPCO. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour déterminer l'OPCO, il faut, c'est le rattachement de la convention collective. Donc là, il faut bien se poser la question, pourquoi je change de convention collective? La décision que vous prenez, ce n'est pas un coup de tête, c'est une décision de gestion qui s'inscrit dans la durée. En clair, si vous changez de convention collective, ce n'est pas pour 2022, c'est pour jusqu'à 2032. C'est peut-être faux ce que je vous dis, mais en tant que directeur, c'est de cette façon que vous pouvez être amené à le prendre en compte. Question qui a été posée, est-ce qu'il existe une convention collective la plus adaptée au groupement d'employeurs? Pas forcément, pas forcément. Alors, il est vrai que l'on conseille de plus en plus la convention collective des prestataires de services. Alors, particularité de cette convention collective, elle renvoie à EP pour l'OPCO et à un dispositif d'aménagement du temps de travail. Prestataire de services, groupement d'employeurs, oui. Mais qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas une convention collective. Il y a des conventions collectives qu'on va automatiquement écarter parce qu'on sait qu'elles sont inadaptées. C'est toutes les conventions collectives qui sont trop spécialisées. Convention collective du transport, convention collective de la propreté, convention collective du BTP, convention collective de l'hôtellerie-restauration. Ce sont des conventions qui sont monosectorielles. Elles ne peuvent pas s'étendre à d'autres secteurs. Donc, ce que l'on peut faire, c'est écarter certaines conventions collectives. Après, il faut voir comment on va pouvoir être amené à justifier cela vis-à-vis de l'administration du travail. Je vous prends un exemple. Lors de la création d'un groupement d'employeurs, il y avait 4 adhérents avec 4 conventions collectives différentes. On a réussi à faire admettre à l'administration du travail qu'aucune de ces 4 conventions collectives ne correspondait et on a pris une autre convention collective. Dans le cas présent, c'était la convention collective des prestataires de services. Donc ça veut dire que l'on peut se trouver dans une convention collective où aucun adhérent ne l'applique. Il va falloir uniquement expliquer cela à l'administration du travail parce que, et ça c'est l'élément important et c'est là où je vais faire la transition avec Charlène, quand on va changer de convention collective, c'est exactement la même procédure que lorsqu'on choisit une convention collective. Je fais un choix, mon groupement d'employeurs, mais ce choix est subordonné à l'accord de l'administration du travail. Autrement dit, dans toute cette démarche, c'est pas uniquement une décision unilatérale. C'est une décision qui est subordonnée à un accord.
vous prenez une décision, l'administration du travail vous la valide. Ou ne dit rien, mais c'est une forme de validation. Donc, on résume bien, le changement de convention collective, c'est une faculté et pas une obligation. Et quand je choisis une convention collective, je m'inscris dans la durée au regard d'un ensemble de critères que l'on vous a référencés. Il y a des critères principaux et des critères accessoires. On se base sur des critères principaux, bien entendu. Charlène, c'est à vous. Merci Pierre pour cette intervention qui suscite sûrement déjà beaucoup de questions. On va aller un peu plus loin, donc j'espère qu'on aura un petit peu de temps après pour un question-réponse, un échange collectif sur le sujet. Je vois dans le chat qu'il y a quand même pas mal de questions sur l'OPCO. Ça nous étonne assez peu. C'est plutôt l'actualité qui vous force aussi à vous interroger sur le sujet. Moi, je vais aller un petit peu plus loin maintenant, puisque Pierre a déjà un petit peu abordé ce que je vais compléter. Les critères de choix, ils vont induire autre chose, c'est qu'ils vont induire aussi les conséquences sociales et juridiques qui seront liées au changement de la convention collective. Alors, bon, comme je l'avais évoqué en introduction, une fois que les raisons du changement sont identifiées, qu'on a repéré une nouvelle convention collective qui nous paraît adaptée, maintenant, il va vraiment falloir se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment analyser les conséquences, les incidences, avant d'entamer la question de la procédure technique en tant que telle, qui est finalement pas si compliqué que ça. En fait, c'est toute la phase préalable en amont qu'il va falloir vraiment pousser pour pouvoir mettre en place et en tout cas mettre en œuvre cette décision. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, c'est vrai que le choix de la convention collective dans le GE, c'est une liberté surveillée, une liberté conditionnelle, puisqu'on a quand même toujours cette administration qui veille à ce que nos choix soient cohérents. En tout cas, c'est ce que veut l'administration. Tout ça, s'analysant juridiquement, on a un engagement unilatéral de l'employeur. Ce n'est pas anodin de le définir ainsi, parce que le changement de convention collective, il peut se faire par deux grandes procédures en droit. On a la dénonciation des accords collectifs ou éventuellement la dénonciation d'un engagement unilatéral. Ça ne se fait pas tout à fait de la même manière et très sincèrement, la dénonciation d'un accord collectif, c'est quand même une procédure qui est très lourde, qui prend beaucoup de temps. Bon, on verra finalement que la dénonciation d'un engagement unilatéral, ce ne sera pas forcément beaucoup moins long, mais en tout cas, c'est juridiquement pas exactement la même chose. L'engagement unilatéral de l'employeur, c'est bien une décision explicite de l'employeur. Et là, on est complètement dans ce choix-là, puisque dans décision explicite, on va y trouver la déclaration qu'on fait à l'administration et puis le fait de la formaliser dans les contrats de travail, dans les bulletins de paye. Enfin, on a de toute façon tout un attirail juridique qui fait que la convention collective, une fois qu'elle est déterminée dans le GE, elle est communiquée comme étant celle qui s'y applique. Donc, il y a vraiment cette notion d'explicite. C'est donc vraiment la clé de voûte de la procédure de changement, cette dénonciation de l'engagement unilatéral, parce qu'on va pouvoir savoir comment, quels effets, et puis pouvoir adapter la procédure qui va s'y associer. On n'est pas dans une situation standard, comme l'a dit Pierre, on n'est pas dans la situation standard où la convention elle est appliquée relève du secteur d'activité. On n'en a pas de secteur d'activité, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas, en tout cas pas encore. Et c'est vrai que le régime légal de la dénonciation d'un accord collectif ne trouve pas non plus à s'appliquer et ne trouve pas d'écho à ce changement de convention collective qu'on veut associer dans un GE, étant donné que au tout démarrage, il est question d'un choix, donc bien d'une dénonciation d'un engagement unilatéral.
Donc, avant d'envisager la substitution de la convention collective, donc de la nouvelle convention collective à l'ancienne, il nous paraît évidemment essentiel d'anticiper au maximum les conséquences sociales. Ça va être vraiment l'axe prioritaire de gestion de ce changement et probablement les critères qui permettront de prendre ou non la décision et de passer à l'acte. Du coup, dans cette anticipation des conséquences, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre, hein, il va falloir vraiment d'abord faire l'état des lieux de la convention qui est actuellement appliquée, essayer de dresser un petit peu la liste des points majeurs de cette convention collective. Mais c'est vrai qu'on parle de rémunération, de classification, mais il peut y avoir tout un tas de choses très pratiques. Les maintiens de salaire, comment ils sont gérés, est-ce qu'il y a des délais de carence, des petites choses comme ça. Techniquement, au quotidien, qu'est-ce qui va faire que votre convention collective, elle est atypique ou en tout cas, elle se démarque de ce que prévoit le droit commun, hein, la loi. Donc, on va faire déjà un petit état des lieux de notre propre convention collective. Et puis évidemment, on va la comparer avec l'ancienne convention collective. Hein. C'est de toute façon la base de ce qu'on doit faire pour anticiper les conséquences sociales. En gros, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure avec sa comparaison au choix d'un partenaire dans la vie, en tout cas du changement de partenaire dans la vie. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un choix mesuré et dans le détail de l'actuelle et de la future convention. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a vraiment deux phases. Hein. Il y a les incidences en matière de relations collectives et en matière de relations individuelles. Ça ne va pas se jouer tout à fait de la même manière. Comme le soulignait très justement Pierre, certaines conventions collectives sont assez muettes sur tout un tas de dispositifs conventionnels collectifs. Prévoyance, frais de santé, il y en a certaines qui sont assez muettes. Hein. On a certaines conventions où il n'y a même pas de prévoyance, ou même la question de la mutuelle n'a pas été négociée par les partenaires sociaux, où tout se fait au niveau de l'entreprise pour la mise en place éventuelle de ces dispositifs. Hein, évidemment, les frais de santé, c'est obligatoire, mais en ce qui concerne de la prévoyance, hormis la prévoyance des cadres, il n'y a rien qui n'y oblige. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qui va disparaître et qu'est-ce qui va apparaître pour qu'on puisse vraiment envisager l'évolution, le changement et comment on va faire naître des droits et des obligations, comment tout ça va s'ajuster dans le temps. La question de l'incidence en matière de relations individuelles, elle est essentielle et elle peut même être décisive puisque en termes d'incidence sur les contrats, on va pouvoir s'interroger notamment sur la contractualisation de la convention collective. Ça, c'est un point capital. On en reparlera juste après. Mais c'est vrai que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'engagement unilatéral, c'est une décision explicite et donc les contrats de travail vont évoquer l'application d'une convention collective. Il va falloir être très prudent sur la formulation qui indique l'application de cette convention collective parce qu'elle pourra parfois être trop emprisonnante, c'est-à-dire que si la formulation dit que l'intégralité du contrat de travail est sous l'empire de la convention collective de la métallurgie, par exemple, il va devenir très compliqué de modifier cette convention collective sans en passer par une modification des contrats de travail. Modification des contrats de travail, je ne vous l'apprends pas, il faut l'accord de chaque salarié. Donc, ça pourra être un frein vraiment très, très important, voire l'annulation de ce changement. En tout cas, ça pourra carrément vous empêcher d'aller au bout de votre projet. Donc, tout ça, il faudra qu'on l'analyse dans le détail. Et c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, même la question des aménagements du temps de travail. En réalité, le fait de changer de convention collective, en soi, ce n'est pas compliqué. Mais c'est vraiment
tous les points de vigilance qu'il y aura à établir et à veiller au préalable qui vont nécessiter le plus gros du travail. Il faut explorer tous les contrats de travail, éventuellement les avenants, comment vous avez communiqué sur certains dispositifs que vous avez mis en place dans votre GE, les aménagements du temps de travail, est-ce que c'était des notes de service, comment tout ça a été introduit et comment ces engagements ont été pris. Encore une fois, dès lors qu'on va contractualiser les choses, selon la formule qu'il faudra analyser, et ce sera que du cas par cas, on ne pourra malheureusement pas établir une règle générale sur cette base-là, mais au cas par cas, il faudra étudier les contrats de travail. Et je crois, vous m'arrêtez Pierre si je dis une bêtise, mais je crois que la recommandation qui a toujours été émise au niveau du CRGE, notamment sur la libellation de la convention collective applicable dans les contrats de travail, c'est bien de dire c'est la convention X qui est actuellement appliquée au sein du GE, si bien que normalement, dans la formule que recommande d'indiquer le CRGE dans les contrats de travail, on laisse une flexibilité, en tout cas une marge de manœuvre sur le fait que ce n'est pas la convention collective qui s'applique de droit. C'est encore une fois laisser une espèce de nuance sur le fait que c'est celle qui a été choisie au départ, mais qui pourra être amenée à évoluer. Et donc, dans la formulation, il faut déjà pouvoir y inclure un peu de nuance, car encore une fois, ces contrats de travail risquent malheureusement de freiner ce projet de changement, en tout cas de le rendre plus difficile. Encore faut-il voir au niveau des effectifs et s'il y a beaucoup de gens concernés, parce qu'on peut aussi avoir des GE finalement avec peu de salariés et pour lesquels on n'aura pas de difficulté à obtenir l'accord individuel sur un tel changement, mais sur des échelles importantes, et puis des fois ce n'est pas des questions d'échelle, c'est des questions de personnes. Il suffit d'un refus pour que le projet devienne très épineux, voire source de litige. Donc voilà, il y a toute cette phase préalable qui nécessite d'avoir un regard très éclairé et qu'on mesure bien tous les enjeux et qui vont aussi induire et impacter le reste de la procédure en ce qui concerne le temps qu'on va y consacrer. Parce que ce que disait Pierre tout à l'heure, notamment sur les aménagements du temps de travail, si la nouvelle convention collective qu'on envisage d'appliquer et qu'on a sélectionnée ne prévoit pas des dispositifs d'aménagement du temps de travail qu'on appliquait depuis très longtemps, modulation, CDI intermittent, des choses sur le contrat saisonnier et que sais-je encore. Si on n'a pas de correspondance, en tout cas d'équivalent dans la nouvelle convention collective, très probablement, on sera contraint de conclure des accords d'entreprise. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'a plus de fondement juridique qui justifie le recours à ces dispositifs-là et vous serez dans une forme d'illicéité de la pratique et donc de risques contentieux majeurs. Donc évidemment, si on doit préalablement à ce changement envisager de conclure des accords d'entreprise, la procédure, elle va largement s'allonger, peut-être s'alourdir, peut-être qu'on va se rendre compte que ça va devenir très compliqué. Est-ce que, encore une fois, tout ça en vaut vraiment la chandelle? Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là de mesure qui vont nous permettre de finaliser le projet et d'aller au bout de ce projet. On a aussi, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais on a des impacts et des conséquences financières liées à ce changement. On peut avoir un impact plutôt significatif sur la masse salariale à partir du moment où on vient toucher à des éléments de rémunération, qu'il s'agisse de primes, qu'il s'agisse de maintien de salaire, qu'il s'agisse de tout un tas de dispositifs liés à la rémunération. On peut avoir un impact sur la masse salariale qu'il faudra donc chiffrer, anticiper aussi pour l'avenir. Pour vous, GE, ça veut dire aussi de devoir revoir potentiellement les coefficients de refacturation et donc la facturation de vos adhérents, puisque ce changement va peut-être aussi nécessiter de modifier les éléments liés au modèle économique du GE. Donc, comme on vous l'a dit et répété maintenant, c'est
C'est de toute façon pas un choix anodin et pas un choix qu'on fait comme ça sur un coin de table et pour des raisons qui sont peut-être pas si impérieuses. S'agissant maintenant de la procédure, hein, enfin, je veux dire, si on en arrive à ce stade-là, c'est que déjà, on a bien avancé. Quand on arrive à l'étape de sa mise en œuvre, bravo, hein, puisque ça veut quand même dire que vous avez évité tous les écueils, ou en tout cas que vous avez trouvé des éléments de réponse, et ça, ce serait tant mieux. S'agissant de la procédure en tant que telle, comme on vous l'a déjà un petit peu annoncé, rien de si compliqué que ça en réalité. Ce qui est très important, c'est que la DRET, en tout cas l'inspection du travail, soit associée dès le départ à ce projet de changement et donc à cette décision, puisque comme on l'a dit au démarrage de ce webinaire, la DRET, elle a un droit d'opposition, donc si elle a envie de vous enquiquiner, elle peut le faire. Et si elle peut vous embêter, ça veut dire que, imaginons l'hypothèse, le scénario, le catastrophiste, vous décidez de changer, vous avez démarré le changement, vous avez commencé à communiquer à vos salariés qui vont changer de convention collective, etc. Vous envoyez une déclaration à votre inspecteur du travail en lui signalant que vous changez de convention collective, et là, il s'oppose. Comment on pourrait le gérer? Ce serait totalement ingérable puisque on aurait déjà amorcé des modifications profondes, et donc on voit bien que si on veut éviter cet écueil-là, il faut de toute façon, dès le départ, pouvoir travailler avec la DRET et puis être totalement accompagné par elle aussi pour qu'elle valide le projet dans son intégralité, puisque on l'aura convaincu, on lui aura exposé tous les motifs et toutes les raisons qui nous poussent à ce changement-là, et donc tout serait favorisé. On a ensuite, bon, évidemment, il faut dresser un calendrier de procédure. Hein, voilà, hein, comme toute procédure juridique, on fixe des échéances, des deadlines. Évidemment, il n'y aura pas de calendrier type, puisqu'il y aura autant de calendriers que de situations propres à chaque GE. Et encore une fois, il y aura parfois des délais longs. Si on doit négocier un accord collectif entre-temps sur un aménagement du temps de travail, etc., ce sera un élément à prendre en compte dans le calendrier. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi un intérêt aussi de se pencher sur quelle va être la date d'entrée en application de cette nouvelle convention collective, à quel moment je fais le choix de faire entrer en vigueur cette substitution de convention. Bien souvent, on va s'aligner sur une année civile, et donc, comme il y aura un préavis à formuler pour préparer les salariés, préparer les organismes sociaux, etc., et organiser le changement, on va fixer un préavis qui sera 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui va dépendre vraiment de chaque situation. Mais si on s'aligne sur un préavis type et le délai raisonnable fixé par les juges, on part sur au moins un délai de 2 mois. Donc, ce qui signifierait qu'au plus tard, au 31 octobre, il faut que la décision ait été prise et que toute cette phase préalable qu'on a évoquée jusqu'alors ait été examinée, analysée, et qu'on ait donc maintenant des effets, en tout cas des éléments concluants permettant de dire on y va, on change de convention. Donc la procédure en tant que telle, elle n'est pas si compliquée, et donc en tout cas, elle se présente comme ça, et il n'y a pas encore une fois de texte qui nous donne les éléments de réponse. Ces éléments de réponse, on va les avoir en fonction des qualifications juridiques qu'on aura posées dès le départ, donc à savoir qu'il s'agit pour nous, et juridiquement en tout cas, d'un engagement unilatéral qu'on dénonce, et ensuite va s'appliquer un calendrier sur mesure qui sera fonction de chaque situation du GE, de chaque élément qu'il faudra sécuriser en amont avant d'engager la substitution concrète et matérielle de la nouvelle convention collective. Voilà ce que, en tout cas, moi, j'avais à vous dire sur toute cette phase procédurale et technique sur cette
ce changement de convention collective et je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter l'offre de service, puisque c'est complètement lié. Hein. On propose désormais au CRGE d'accompagner nos groupements sur un changement de convention collective. Donc, comme vous pouvez le voir, avec cette trilogie qu'on a identifiée déjà tous ensemble pendant ce webinaire, donc à savoir un accompagnement à la fois sur la détermination des opportunités de changement, hein, donc la fameuse analyse de qu'est-ce que la convention collective prévoit actuellement, vers quelle convention collective on pourrait aller, ce travail de comparaison. Et ensuite d'accompagnement dans la mise en œuvre, et puis à savoir comment on va travailler avec la DREETS, comment on va communiquer aux salariés, comment on va fixer le calendrier, et puis jusqu'à la substitution concrète de cette convention collective. Cette nouvelle procédure qu'on propose, cette prestation qu'on propose au CRGE, on l'a conduit ensemble avec Pierre, donc ça tombe bien. On est là tous les deux et on vous propose évidemment sur devis, puisque comme indiqué tout à l'heure, il n'y a pas de procédure type, donc à chaque procédure, une tarification qui sera donc individualisée et en tout cas qui est ouverte aujourd'hui. Je crois que Manon, notre petite responsable com, nous a mis en ligne aujourd'hui la nouvelle offre de service sur le site du CRGE.